Bonjour à tous. Si je vous parle de momies gelées, d'un peuple vivant dans de hautes montagnes, en pleine expansion, aux pièces d'orfèvrerie extraordinaires et d'une société que certains ont considérée socialiste, vous pensez bien sûr à l'Empire Inca. À l'arrivée des Espagnols, l'Empire Inca était immense. Il mesurait environ 2,5 millions de kilomètres carrés et s'étendait de l'actuelle Colombie au Chili. L'Empire était couvert de forteresses, de cultures en terrasse, de silos, de centres religieux et de routes pour faire transiter les messagers. Et pourtant, 3 siècles avant l'arrivée des premiers conquistadores, cet empire qui semblait si puissant n'existait pas. Les Incas étaient un peuple marginal des hauts plateaux andins. Une multitude de peuples dominait la région. En effet, les premières traces archéologiques incas datent seulement du XIIIe siècle. Néanmoins, l'empire ne commence à s'étendre réellement qu'à partir du XVe siècle, à partir des années 1438. L'empire inca continue d'ailleurs à s'étendre pendant plusieurs décennies après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Les Espagnols débarquent pour la première fois dans les Antilles en 1492 sous le règne de l'empereur inca Tupac Yupanqui, qui est remplacé en 1493 par Huayna Capac, et ce dernier est remplacé en 1527 par Huáscar et en 1532 par le 13e et dernier empereur inca, qui règne sur l'ensemble des terres de l'Empire, Atahualpa. Tout en haut de la hiérarchie sociale se trouvait le Sapa Inca, le dirigeant auquel tous les Incas devaient obéissance. Il partageait une partie de ses pouvoirs avec le Huilac Humu, qui était le prêtre principal de l'Empire. Le prince héritier, le Hauki, était choisi entre les fils de l'empereur et devait le remplacer s'il venait à mourir. En dessous de l'empereur se trouvait la noblesse, composée de membres de la famille royale et des hauts fonctionnaires de l'Empire. Les membres de la noblesse bénéficiaient d'un certain nombre de privilèges et avaient accès à l'éducation et à la formation. La bureaucratie de l'Empire Inca était organisée de façon rigide, chaque fonction ayant une place bien définie dans cette société. On trouvait notamment dans cette bureaucratie les apus, les seigneurs qui représentaient les 4 régions de l'Empire, appelées Tawantinsuyu. Les apus devaient conseiller l'empereur. Les nobles occupaient également les postes de tukrikuk ou gouverneurs de province. Ces derniers étaient inférieurs aux apus. Ils assuraient la représentation du souverain auprès des populations locales et supervisaient les travaux publics, la collecte des biens produits par le système des corvées, ainsi que le maintien de l'ordre inca. Il y avait aussi les quipu camayok, spécialisés dans la gestion minutieuse des entrées et sorties des entrepôts d'État à l'aide de cordelettes à nœuds. Ils tenaient également à jour le nombre de corvéables par province, éliminaient les défunts, les vieillards et les malades de leur registre, et ils ajoutaient chaque année les jeunes gens parvenus à l'âge adulte. Des contrôles périodiques auxquels les tukrikuk étaient soumis permettaient d'éviter tout abus de leur part. Les fonctionnaires de l'État devaient se servir dans les entrepôts qu'ils géraient, mais ne pouvaient pas recevoir de services personnels de la part de leurs administrés. C'était l'empereur qui récompensait les meilleurs fonctionnaires par l'octroi d'épouses secondaires ou de yana, c'est-à-dire d'esclaves. En dessous de la noblesse se trouvaient les ayus, des communautés agricoles qui étaient dirigées par des chefs locaux appelés les curaca. Les curaca pouvaient être de petits curaca qui devaient se soumettre aux ordres des tukrikuk, mais ils pouvaient également être des chefs de grands clans ou peuples et entretenir un rapport relativement direct avec l'empereur. Il n'était pas rare que les curaca envoient certaines de leurs filles à l'empereur pour qu'elles deviennent des épouses subsidiaires et qu'en échange, l'empereur en fasse de même avec certains de ses dépendants. Les curaca dirigeaient les membres du clan et la cellule productive de base qu'était l'ayu. Les ayus étaient des communautés de base de l'Empire. Ils regroupaient plusieurs familles qui dépendaient du curaca. Attention, certains ayus étaient rattachés à des ayus supérieurs. Il pouvait donc y avoir un curaca d'un ayu qui dépendait lui-même d'un ayu supérieur dirigé par un curaca supérieur. Le curaca possédait une partie des terres de l'ayu que les paysans devaient cultiver pour son compte. Le curaca disposait également du travail gratuit via le système de la mita pour certaines tâches collectives. Ce servage durait entre 3 mois et 1 an. Le curaca devait compenser son statut par sa générosité envers ses obligés. Ainsi, en cas de famine, il devait intervenir. Si un membre de la communauté n'était plus en capacité de travailler, il devait trouver une solution. Au niveau des mœurs, si les dirigeants incas pratiquaient la polygamie, les membres de l'ayu étaient généralement monogames. Au sein de l'ayu, les familles s'entraidaient pour les travaux agricoles. Enfin, tout en bas de l'échelle sociale se trouvaient les yanakuna, c'est-à-dire des esclaves qui étaient capturés lors des guerres ou qui étaient nés d'une mère esclave. Les yanakuna travaillaient principalement dans les mines, les champs et les constructions publiques. Signalons enfin une dernière catégorie qui était les akshas,
Les Akias étaient des fillettes que l'empereur choisissait pour aller dans les monastères du soleil. Après la puberté, ces dernières devenaient soit une des épouses secondaires de l'empereur, soit elles étaient données à des fervents soutiens de l'empereur en signe de gratitude ou de récompense, soit elles demeuraient au monastère et devaient vivre une vie austère et chaste, isolée du reste du monde et tissant des laines pour les vêtements de l'empereur. Une vie bien triste donc pour celles qui devaient vénérer le soleil. Les Espagnols, lors de la Conquista, eurent de nombreuses difficultés à comprendre le fonctionnement du système inca, ce qui valut à plusieurs reprises des révoltes locales. Le paiement de l'impôt fut par exemple très mal accepté, alors que le travail gratuit dans les mines ne donna pas lieu à des protestations de la même ampleur, car il était inspiré de la mita. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt pour une nouvelle capsule.